Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Caroline Barret, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Bordeaux. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Quelle affaire, Madame l'huissier, je vous prie. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Joachim Rompante. C'est ça même. Vous êtes né le 29 mai 1954 à Santa Tirso, au Portugal. Vous êtes de nationalité portugaise. Française. Et votre casier judiciaire porte trace de 2 condamnations. 4 juillet 2003, tribunal correctionnel de Bordeaux, 1 mois avec sursis pour violence en réunion suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours. 22 novembre 2005, il s'agissait d'un problème de démolition de construction irrégulière. Aujourd'hui, monsieur, il vous est reproché d'avoir à Mérignac, entre le 19 mai 2003 et le 28 mars 2008, poursuivi l'exécution de travaux en procédant à des travaux de bardage bois, installation de volets roulants, de boîtes aux lettres, malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption. Il vous est également reproché d'avoir à Mérignac exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire ou en méconnaissance du permis de construire accordé, en l'espèce en créant un escalier extérieur en façade arrière d'un immeuble, en surélevant ce bâtiment afin de l'affecter à usage de bureaux et d'habitation alors qu'il s'agissait à l'origine d'une grange. Donc, les faits, je vais reprendre l'historique. Vous aviez, monsieur, en septembre 2002, déposé une demande de déclaration de travaux pour la création de garages dans une grange qui est existante. Oui. Cette déclaration de travaux vous avait été accordée par la mairie de Mérignac. Par la suite, le 19 mai 2003, la mairie de Mérignac va dresser un premier procès-verbal parce que vous avez créé sur l'arrière, sur la façade arrière, un escalier extérieur. Et elle va vous notifier le même jour un arrêté d'interruption de travaux. Oui, tout à fait. Les 26 mai 2003 et 7 août 2008, la mairie de Mérignac va s'apercevoir que cet arrêté interruptif de travaux n'est pas respecté et va dresser successivement 2 procès-verbaux. Le temps va passer. 14 septembre 2004, vous avez déposé une demande de permis de construire pour la rénovation de la grange et la surélévation en bureaux, ainsi que pour la construction de 5 logements derrière le hangar. Ce permis va être refusé par la mairie de Mérignac. Cependant, monsieur, en dépit de ce refus de permis de construire, vous allez continuer les travaux de rénovation de votre grange. Donc, il y aura le 23 juin 2006 un 3e procès-verbal qui va être dressé par la mairie de Mérignac. Globalement, pour la mairie de Mérignac, vous aviez l'autorisation de rénover la grange, mais pas de la surélever, ni de faire construire des logements à l'intérieur. Et a priori, il y a eu un nouveau procès-verbal qui a été dressé le 19 janvier 2010, puisque cette fois-ci, vous avez transformé le garage en laverie automatique. Je dois dire que les photos sont extraordinairement parlantes, hein. On voit comment nous sommes partis au départ de la grange d'origine. Ça évolue. On voit déjà les travaux. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce magnifique bâtiment qui n'a plus rien à voir avec la grange d'origine et qui ne correspond absolument pas, monsieur, aux autorisations dont vous aviez pu bénéficier. Je vous écoute. Mais les travaux, aussitôt que j'ai eu le permis de rénovation de la grange, j'ai commencé à monter la grange, à la rénover.
Et quelques temps après, j'ai reçu un coup de fil de la mairie de Mérignac en me demandant de faire un crépi sur la façade. J'ai dit, pour faire un crépi, je ne peux pas monter en bois, il faut que je monte en dur. Il m'a dit, vous nous faites une petite lettre, et ce que j'ai fait, en demandant de faire la façade dure pour faire un crépi, la même couleur que la boulangerie en face, que le magasin de coiffure. Et moi, j'ai continué les travaux, puisque j'avais tous les matériaux et tout, et on a tout fait sur la foulée. La mairie de Mérignac a une autre version. Elle dit que ça ne nous a jamais demandé de faire du crépi, que c'était le problème du bardage qui créait souci. Hein. Oui, puis voilà, puisqu'il voulait un crépi, parce qu'il ne voulait pas que je fasse la façade en bois que ça aille un petit peu avec le secteur. Alors c'est chose que j'ai fait à monter, et après ils m'ont dit non, on arrête les travaux, vous arrêtez les travaux, mais tout le montage était fait déjà de la grange. Vous aviez déclaré en juillet 2008, en mars 2003, la mairie a vu qu'on avait fait une légère surélévation de cette grange. L'ensemble fait 49 cm de plus en hauteur de ce qui était prévu au départ. Donc la mairie nous a fait arrêter les travaux. Et puis vous continuez en disant, en 2007, on a reçu des impôts et on a considéré qu'au vu de cette déclaration d'impôt, le bâtiment pouvait être fini puisqu'on était imposé sur cet immeuble. Mais enfin, monsieur, si tous les gens qui sont propriétaires de terrains inconstructibles pouvaient construire dessus, tout simplement parce qu'ils paient des impôts, ça serait quand même extraordinaire. En construction, il n'y a rien, Madame la Présidente, il n'y a rien de construction, il n'y a que les escaliers intérieurs qui sont passés à l'extérieur. Autrement, la bâtisse, c'est exactement la même. Et les 49 cm de plus, c'est quoi? Non, 40 cm en hauteur, c'est la pente de la pente. Et est-ce que vous avez une autorisation de monter cette laverie? Non, voilà. Des questions, Madame le procureur? Oui, je voudrais que Monsieur Rompante nous dise à quel usage est affecté le premier étage de ce bâtiment. Il est vide. Il est vide. J'ai toujours laissé vide. Il l'a toujours été? Oui. Comment se fait-il, monsieur, que vous ayez installé des boîtes aux lettres et que sur l'une de ces boîtes aux lettres, on ait vu le sigle d'une entreprise, d'une société? Il était au rez-de-chaussée. Comment? Il était au rez-de-chaussée. Il n'était pas à l'étage. D'accord, donc vous n'avez pas fait le garage au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée que vous avez fait des locaux à usage de bureau. Au rez-de-chaussée, il y avait c'était un garage, mais ce qui servait à cette entreprise qui a été logée. Donc on a en plus, Madame la Présidente, un changement de destination pour le rez-de-chaussée. Vous l'avez noté, Monsieur le greffier, je vous prie, merci. Bien. Au départ, votre projet, c'est faire des garages. Au départ, c'était pour faire des garages, oui. Quel était l'intérêt d'avoir des fenêtres pour des garages? Mais les fenêtres, vous parlez des fenêtres du premier étage. Je parle de 2 fenêtres en façade sud, 3 fenêtres et une porte en façade nord, 2 fenêtres supprimées et 4 autres créées en façade est. Expliquez-nous pourquoi vous faites toutes ces ouvertures si c'est pour faire des garages, monsieur. Non, mais ça, si vous parlez du premier étage, parce qu'au rez-de-chaussée, il n'y a qu'une porte d'entrée, il n'y a pas d'autre. Elle n'existait pas, cette porte d'entrée avant? Si. Devant, il y avait une grande porte de 2,80 m de large en bois. On ouvrait sur le côté. Ce qui ne nous explique toujours pas quand même, monsieur, ce qui ne nous explique toujours pas pourquoi il y a des fenêtres au premier étage. Oui, le premier étage, après, je voulais faire quelque chose, mais en bas, en haut, au premier étage, c'était pour faire... Non, mais parce que vous dites, dans le même temps que vous dites au tribunal, moi j'ai respecté l'autorisation que j'avais obtenue. J'ai rien fait de plus, si ce n'est les 40 cm de toiture. Je dis pas que il y a aussi eu ces ouvertures qui ont été créées. Il y a 2 ouvertures de créées par rapport à celles qui étaient avant, de plus. Voilà. Elle a eu 2. Je vous remercie. Pas d'autres questions, Madame le procureur? En tout cas, je note qu'il n'y a pas de contestation sur le changement d'affectation des locaux. Très bien, Moi, monsieur. Je voulais juste savoir, par rapport à la précédente affaire qui vous a valu une condamnation, quel était le rapport? La précédente affaire? Oui, en 2005. Des garages qui m'ont fait démolir? Oui. Je ne sais pas. Oui. Ça doit être ça. Vous avez, je crois, l'arrêt au dossier. Il me semble que M. Rompante avait été condamné pour avoir réalisé un garage de 10 box en parpaing sans aucune autorisation. J'avais commencé à monter, j'avais monté 2 mètres de haut, ils m'ont tout fait démolir, que je suis démoli. Et au même endroit? Derrière, là, cette grange. Oui. Ça fait partie du même lot de terrain. Quel est le loyer que vous procure le Lavomatic actuellement? Rien pour le moment, puisque je perds des sous, je perds de l'argent pour le moment. Vous avez une idée du montant des travaux que vous avez effectués sur ce bâtiment? J'ai fait un crédit pour la laverie, pas pour le bâtiment. Bon, il était pour déjà le tout, depuis le début? J'ai fait pour 90 000 € de travaux. Très bien, monsieur. Asseyez-vous devant votre avocat, je vous prie. Excusez-moi, j'ai pas retenu quelle était la profession ou la situation personnelle actuelle de monsieur? Je suis commerçant. Toujours commerçant. Dans quelle branche? J'étais un bar tabac, l'auto, presse. Très bien.
Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Vous avez repris de manière chronologique et très précise l'ensemble des actes et des procès-verbaux qui ont été dressés dans ce dossier. C'est un dossier un petit peu ancien déjà et malheureusement avec une succession d'actes constitutifs d'infraction qui ont perduré dans le temps malgré la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police et la prise notamment d'un arrêté interruptif de travaux. Toutes les tentatives que M. Rompante a pu essayer de mettre en œuvre pour obtenir une régularisation administrative de la situation ont échoué et pour cause, ce projet ne respecte pas la réglementation applicable en matière d'urbanisme à Mérignac. Il est contraire aux règles du PLU qui s'appliquent à la zone. Donc une situation qui n'est pas régularisable, une situation qui est parfaitement illicite du début jusqu'à la fin et dans laquelle M. Rompante s'est entêté au cours des années en ne voulant pas se soumettre à la législation applicable et au pouvoir de police du maire en la matière. Ce qui est particulièrement grave et ce qui lui vaut aujourd'hui de comparaître devant notre tribunal pour poursuite d'une construction malgré la violation d'un arrêté interruptif de travaux, infraction que la loi réprime notamment de peine d'emprisonnement, contrairement à la construction sans permis qui, elle, ne fait encourir à son auteur qu'une peine d'amende, outre des mesures accessoires de démolition. Je vais simplement revenir sur un point qui très certainement sera évoqué en défense, puis ça semble ressortir des conclusions, c'est la question de la prescription de ces faits. Nous sommes en matière d'urbanisme, la prescription délictuelle elle est triennale, 3 ans. Cette prescription court à compter du moment où les travaux sont achevés. Or, la construction n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux. Il n'y a donc aucune prescription qui puisse être valablement invoquée par M. Rompante. Donc nécessairement, vous entrerez en voie de condamnation et vous prononcerez à l'encontre de Joachim Rompante une sanction particulièrement ferme. Particulièrement ferme parce que ce type de comportement, c'est une rupture entre l'égalité des citoyens. Il n'y a pas de raison que M. Rompante puisse se constituer un patrimoine qui lui a procuré ou lui procurera des revenus complémentaires, quoi qu'il en dise. Nous pourrions, nous aussi, tout un chacun, s'il se mettait à se comporter comme M. Rompante, ferait édifier n'importe quel type de construction, de bâtiment à usage personnel, professionnel, commercial, sans avoir à rendre de compte à personne, et les mettrait ensuite à la location. Ça n'est pas possible. Et puis, c'est aussi une infraction qui porte atteinte au respect que nous devons avoir vis-à-vis de notre environnement. On ne construit pas ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment. Donc ça n'est pas normal et ça ne peut pas être toléré. Je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation, de prononcer vis-à-vis de M. Rompante, qui a déjà été condamné mais peut encore bénéficier d'un sursis, une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Je requiers aussi, et peut-être même surtout, de votre tribunal qu'il ordonne à titre complémentaire la démolition de l'ensemble du bâtiment, puisqu'il est dans son ensemble illicite, illégal, que ce soit dans la manière dont il a été construit, mais aussi dans la manière dont il est occupé aujourd'hui, de l'affectation qui lui a été donnée. Et je vous demande d'ordonner cette démolition dans un délai de 2 mois, passez votre décision. Faute pour M. Rompante de s'être exécuté dans ce délai, je vous demande aussi de lui imposer le paiement d'une astreinte. La loi vous permet d'en fixer le montant jusqu'à 15 € par jour de retard. Je pense que c'est un montant qui serait cohérent compte tenu des faits qui sont reprochés à M. Rompante. Donc, démolition, sous astreinte et sanction pénale pour ces faits qui ne sont pas une récidive au sens juridique, mais en tout cas une réitération, puisqu'il a déjà été condamné par la Cour d'appel de Bordeaux pour des faits tout à fait similaires, vous l'avez relevé. Je vous remercie, Madame le procureur. Maître, vous avez la parole, je vous prie. Oui, Madame le Président, Madame, Monsieur, dans l'intérêt de Monsieur Rompante, il a été relevé dans le cours de votre chronologie et par Madame le procureur elle-même que c'est une histoire ancienne. On est sur une déclaration préalable de 2002 et sur un arrêté interruptif de travaux du 19 mai, donc 2003. Alors, il faut faire un travail de classement et de réflexion pour comprendre ce qui est reproché à M. Rompante et ce qui peut encore lui être reproché. Évidemment, pour des faits de 2002, on est forcément confronté à un problème de prescription. Je crois qu'à force de faire de la confusion dans ce dossier, on en arrive à poursuivre de manière globale un petit peu tout et n'importe quoi. On en arrive quand même à poursuivre un justiciable parce qu'il a posé une boîte aux lettres sur son bâtiment. À aucun moment, la simple présence de cette boîte aux lettres, bien évidemment, n'établit qu'il y a une affectation d'habitation dans ce bâtiment. D'ailleurs, ça n'est pas le cas.
et ça n'est pas établi. Et ça devient, dans l'acte de citation, une poursuite pour pose de boîte aux lettres. Donc là, je crois qu'il faut évidemment que votre juridiction apporte un frein à cette poursuite. Monsieur Rompante, et c'est là qu'on voit sa bonne foi, a à plusieurs reprises essayé de régulariser cette situation. Et je crois qu'il y a une résistance de la mairie, pour une raison ou pour une autre, qui justement n'est absolument pas liée au fait que le plan local d'urbanisme interdit ce genre de construction. Autrement dit, je demande à l'autorité de régulariser mes travaux et celle-ci me répond « je ne peux pas régulariser vos travaux parce qu'ils n'ont pas été autorisés ». Comment sortir de ce piège-là? Je crois que, par conséquent, votre tribunal peut avoir un rôle de déblocage de la situation. Pour ce qui est surélévation, ouverture, escalier extérieur, c'était fait en 2003. Moi, je vous demande de juger que M. Rompante doit être relaxé. Ce serait peut-être bien, dans votre jugement, de préciser que la pose d'une boîte aux lettres n'est pas une infraction pénale en droit français. Je demande à votre tribunal d'ajourner la peine qui pourrait être prononcée contre M. Rompante pour les quelques faits qui peuvent être encore poursuivis, d'ajourner cette peine dans l'attente d'une régularisation qui devrait normalement obtenir succès compte tenu des règles du plan local d'urbanisme en vigueur. Je vous remercie, maître, pour ces explications. Monsieur Rompante, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à rajouter aux explications de votre avocat? Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je fais une demande, ça m'est refusé, alors que je fais le maximum. Je vais faire des plans, je fais tout. Et à mon avis, bon, il y a des gros promoteurs qui sont dans le secteur qui veulent peut-être, un jour à l'autre, m'acheter ou que je vende. Je pense à ça, mais bon, c'est mon idée où je n'endors pas parce que je fais le nécessaire. On me dit, il y a une affaire au tribunal, on ne peut pas vous donner l'autorisation. J'ai dit, je ne vois pas pourquoi on ne me donne pas une autorisation de travaux, de finir, de réorganiser tout ça, de qu'on soit propre dans les affaires. Très bien, monsieur. Délibéré, fin d'audience. Le tribunal va rendre ses délibérés. Monsieur Rompante, approchez, je vous prie. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal ajourne le prononcé de la peine au 30 juin 2011 et vous enjoint de tenter de fournir à cette date un arrêté de régularisation. Si vous n'en obtenez pas, monsieur, ce sera la démolition. Voilà, vous pouvez disposer. Merci. Pas d'autres réquisitions, madame le procureur? Pas d'autres réquisitions, madame la présidente. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.